Voilà, vous écoutez le Montréal Africain Radio à votre émission Heure de Direct. Je m'appelle Mamadou Dou. Nous accueillons à l'instant même notre collègue et ami, le psychologue M. Assa, Sylvestre Assa, pour sa chronique de psychologie. Bonsoir M. Assa. Bonsoir M. Diouf, merci une fois de plus de votre invitation. Voilà, Monsieur Assa, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui pour une émission pour la saison. Nous allons entamer des rubriques concernant la psychologie, concernant le comportement humain, entre autres, parce que vous, c'est votre spécialité, spécialiste du comportement humain. On va parler aujourd'hui de la santé mentale chez les immigrants. C'est un sujet quand même qui est vaste, mais on va faire une partie et puis les semaines à venir, on va continuer. Mais j'aimerais vous entendre nous résumer un peu qu'est-ce que vous allez présenter au cours de la saison, les semaines à venir ici au Montréal Africain Radio. Écoutez, M. Diouf, en raison de la culture immigrante qui s'implante de façon très intense dans le Canada, le Québec, la région métropolitaine de Montréal, il devient urgent d'apporter une réponse communautaire, ethnique, à nos multiples problèmes, et le fait d'avoir des professionnels issus de l'immigration pour aborder ce problème devient un impératif qu'il va falloir intégrer, et vous, les hommes des médias, vous devez nous aider dans cette quête de sens-là. Ceci étant dit, oui, j'ai bien accepté votre invitation afin que nous puissions collaborer pour aborder des problèmes qui touchent la communauté immigrante, notamment les problèmes de santé mentale multiformes. Et Dieu seul sait que nous sommes confrontés à de multiples problèmes. Que ce soit l'impact de la Covid que nous sommes encore en train de vivre, que ce soit les problèmes de violence conjugale, de séparation, de divorce, de mésentente dans les couples issus de l'immigration, que ce soit des problèmes scolaires des enfants. Dans ce pays où nous vivons, que ce soit multiples formes de problèmes, des problèmes de harcèlement au travail, des problèmes d'adaptation. J'estime que les thèmes sont très nombreux, et je pense que plusieurs professionnels, même en un an, ne pourront pas aborder tous les problèmes qui se posent aujourd'hui dans les communautés immigrantes et dans lesquelles nous, les professionnels, avons choisi d'apporter notre modeste contribution dans la compréhension de ce phénomène-là. Donc voilà un peu un petit aperçu de qu'est-ce que nous allons aborder dans les jours à venir, M. Diouf. Ah, formidable. Et puis, M. Assa, j'ai hâte vraiment, parce que tous les sujets que vous évoquez sont vraiment des sujets d'actualité qui préoccupent là. C'est des sujets, c'est vraiment un besoin de la communauté de parler de ces sujets-là. Mais sans tarder, on va commencer tout de suite, on va plonger, comme on dit tout de suite. On va parler vous voulez parler aujourd'hui, vous voulez introduire, sinon, parler de la santé mentale chez les immigrants. Oui, M. Diouf, la santé mentale chez les immigrants, c'est un sujet vaste et très complexe, mais qu'il faut commencer à dédramatiser parce que beaucoup d'immigrants vivent des problèmes de santé mentale dus à un trouble d'adaptation en raison du voyage de nos pays respectifs pour venir s'installer dans une nouvelle communauté comme le Canada, où nous sommes confrontés à de nombreux défis, que ce soit des défis liés à l'emploi, que ce soit des défis liés au climat. Vous savez, M. Diouf, il fait très froid au Canada et beaucoup de personnes vivent un trouble d'adaptation rien que pour le climat. Que ce soit à l'environnement, que ce soit à la langue, parce que bien que nous sommes de culture francophone, travailler dans un milieu typiquement québécois, il y a des expressions qui peuvent échapper à notre bonne compréhension. Que ce soit rien que pour la bouffe, dans quel magasin on peut trouver de la bouffe africaine, pour essayer de rester un temps soit peu dans nos habitudes culinaires dans ce pays. Plein de défis sont dressés face aux immigrants qui s'installent dans ce pays. Et face à ce défi-là, l'immigrant n'est pas toujours préparé à faire face à la société de consommation. Et il s'ensuit lors de très nombreux problèmes de santé mentale pour lesquels l'immigrant n'a pas toujours appris à intégrer dans son fonctionnement et dans la recherche d'aide. Pourquoi, M. Diouf? Parce que pour l'immigrant, santé mentale renvoie typiquement à la folie, c'est vrai, que nous appelons dans notre jargon scientifique la schizophrénie, ou encore de façon plus globale la psychose. Or, quand on soit stressé au travail,
qu'on soit stressé par le climat, qu'on connaisse des problèmes d'adaptation dus à un nouvel environnement dans lequel on va vivre, notre santé mentale est ainsi affectée et nous devons comprendre que ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés juste parce qu'on s'est installé dans un nouveau pays font partie des problèmes de santé mentale pour lesquels nous devons apprendre à chercher de l'aide et en parler avec un professionnel de la santé. Donc voilà pourquoi, depuis quelques années déjà, je tente comme je le peux de dédramatiser ce problème afin que beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, qui sont confrontés à des différents problèmes, puissent être en mesure d'en parler et non pas seulement considérer que aller voir un psychologue ou son médecin de famille pour parler de santé mentale veut dire forcément que nous soyons fous comme on l'a toujours cru dans notre culture de base parce que on a toujours associé la santé mentale, la maladie mentale à la folie, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, Monsieur Assa, mais c'est quoi le problème selon vous? Vous avez eu beaucoup de personnes dans votre cabinet, vous avez rencontré beaucoup de personnes. C'est quoi qu'est-ce qui fait que les gens ont de la misère à aller demander de l'aide, à aller au-delà de la culture? Oui, il y a un phénomène culturel, mais quand même nous sommes au Canada où on dit aux gens souvent que allez-y, consultez un spécialiste. Pourquoi les gens sont encore réticents d'après vous? Les gens sont encore réticents, Monsieur Diouf. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. L'un des premiers facteurs réside d'abord dans ce que un psychologue, un psychiatre français, Boris Cyrulnik, a appelé la résilience. Pourquoi la plupart des Africains sont très résilients, vu que on a, je le dis sans préjuger quelconque, on a vécu dans des environnements qui était quand même un peu rude à la vie. On a appris à se débrouiller tout seul et on arrive dans une société où on est confronté à des difficultés, où de l'aide existe. On croit toujours que notre résilience, notre capacité à s'en sortir dans des situations difficiles vont nous permettre de s'en sortir. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Donc au-delà de cette résilience, il y a aussi le point dont je parlais tantôt, un problème de culture, parce qu'on croit toujours quand on dit aller voir un psychologue pour parler de sa santé mentale, on croit que peut-être le psychologue lui-même, ou bien si quelqu'un de notre entourage est au courant, il va se dire qu'on est fou ou qu'on n'est pas bien, ou alors des préjugés de telle sorte que à la dépression, par exemple, ou l'anxiété, c'est pour les faibles. On l'a souvent entendu, on dit tu n'es pas fort, quelqu'un qui vit un problème chronique de couple qui bat de l'aile, il vit des difficultés dans son couple et il fait une dépression et il veut en parler à un confrère, à un concitoyen, à un ami de sa famille, à une personne proche. Et le premier sentiment qui se dégage souvent, c'est que cette personne qui va chercher de l'aide face à un frère se trouve étiqueté. On va dire qu'il est faible. Pourquoi? Parce qu'il déprime face à un problème de couple. On va se dire l'Africain est fait fort, un homme c'est fort, un homme ça ne pleure pas, tu dois surmonter le problème. Alors que le problème est au-delà de ses capacités, il a besoin d'une aide extérieure pour le relever. Donc voilà autant de préjugés. Bon, il y a d'autres problèmes qui sont plutôt liés de façon institutionnelle. Bon, j'ai souvent entendu beaucoup cela chez les immigrants qui disent que aller voir un professionnel de la santé pour évoquer ses problèmes de santé mentale et peut-être prendre un arrêt de travail, les gens pensent à tort que ça va nuire à leur carrière et que ça va peut-être laisser des tâches dans leur dossier, ce qui n'est pas toujours forcément vrai, parce que le dossier médical reste après tout un dossier confidentiel et le médecin ne peut pas, ou un professionnel de la santé ne peut pas, sous la demande d'un employeur, révéler le contenu du dossier médical pour quelqu'un qui a demandé un arrêt de travail. À moins qu'il y ait des complications particulières qui font qu'on en arrive à cette situation. Donc, pour me résumer, M. Diouf, voilà autant de défis qui font que beaucoup d'Africains hésitent à aller chercher de l'aide et malheureusement, ça ne peut que faire empirer leur état de santé mentale. Monsieur Assa, est-ce que l'ampleur du phénomène est connue? Est-ce qu'on connaît comme, en termes de mesures là, est-ce qu'on a un estimé combien de pourcentage au niveau de la population immigrante canadienne ou africaine? Est-ce que vous avez des chiffres comme ça? Écoutez, Monsieur Diouf, je ne suis pas face devant mon ordinateur ou je ne suis pas devant mes écrits, mais le problème est suffisamment sérieux et suscite
beaucoup de recherches déjà, que ce soit au niveau fédéral ou provincial. Il y a des statistiques qui existent. Je pourrais inviter les auditeurs, peut-être vous-même, à aller dans les moteurs de recherche, introduire quelques mots-clés comme santé mentale des immigrants, statistiques. Vous allez voir quelques chiffres publiés par le gouvernement du Québec dans un document que j'ai lu récemment, qui évoque un peu les statistiques existantes. Je ne peux pas vous donner des chiffres au moment présent parce que je ne peux pas dire des choses et au risque de me tromper, mais c'est un problème qui existe déjà. Il y a un auteur, un psychiatre africain qui réside en Ontario, je crois, c'est Dr. Kwame Mackenzie, qui a fait beaucoup de recherches dans ce sens-là et qui publie beaucoup de documents sur la santé mentale des immigrants. Et pour revenir à votre question, je crois que les chiffres existent bel et bien et que c'est un problème très sérieux qui commence à être pris au sérieux par les différents paliers du gouvernement et inciter les immigrants à commencer à chercher de l'aide au lieu de se replier sur soi et ce qui va davantage affecter leur santé mentale et par ricochet leur intégration au Canada. Oui, Monsieur Assa, il faut aussi reconnaître que le problème quand même concerne aussi les autres, de façon plus large, la communauté, société québécoise et canadienne, parce que vous avez sans doute, et puis je pense ça c'est des blocages au niveau juridique. Je pense que vous avez entendu cette personne qui avait tué sa maman, sa mère, et je pense la deuxième fois là que ça arrive, et puis on parle de une tuerie par mois. Tout simplement parce que certains parents veulent amener des adultes à aller se soigner, à aller consulter, et ces personnes-là, refusent. Et puis il paraît qu'il y a beaucoup d'entraves juridiques là. C'est très très compliqué. Je ne sais pas comment vous faites le deal avec ça aussi. Oui, c'est vrai que on pourrait peut-être s'appesantir sur le cas des immigrants, mais c'est un problème sociétal et qui existe déjà, à la seule différence que dans les milieux purement québécois de souche, la question n'est plus tabou et les gens peuvent en parler ouvertement et qu'on peut aller demander de l'aide pour un proche dont on estime qu'il est dans le besoin en raison d'une santé mentale défaillante. Donc c'est quelque chose qui est très réel et vous avez si bien dit, les statistiques sont là, on le voit tous les jours. Il ne passe pas un mois sans qu'un drame familial ne vienne endeuiller le Québec, où on évoque généralement des problèmes de santé mentale et que la personne refusait de l'aide ou alors refusait d'aller se faire soigner. Donc c'est un peu ça la complexité de la santé mentale. Et vous avez si bien dit, lorsqu'une personne adulte a un problème de santé mentale et qu'il est dans le déni et qu'il ne veut pas de l'aide, on peut bien le contraindre d'aller se faire soigner. Mais si la personne arrive devant les médecins et dit que tout va bien, on n'a pas de choix. C'est très très complexe. Ouais. Ça implique le droit, ça implique le consentement à recevoir des soins, ça implique des questions éthiques et déontologiques qui ont déjà fait l'objet de plusieurs recherches. Et malheureusement, lorsqu'une personne ne veut pas recevoir de l'aide ou refuse de l'aide, on ne peut rien contre ça. Et il arrive de temps en temps que un de ces cas va dépasser les limites et endeuiller des familles comme ce que nous avons l'habitude de voir quelquefois dans les journaux. Et le gouvernement travaille. Chaque année, les experts se réunissent et sortent le plan d'action de santé mentale qui inclut, entre autres, ce genre de problèmes. Et on met beaucoup l'accent sur la dépression. Vous allez voir tous les plans de santé mentale du gouvernement du Québec. Il y a chaque année un budget énorme qui est voté pour la prévention de la dépression, qui est souvent le point de départ de ce problème de santé mentale qui va partir d'une dépression et qui va peut-être s'aggraver par la suite pour devenir quelque chose de totalement incontrôlable où on va prendre finalement conscience quand un drame malheureusement va endeuiller une famille autour de nous. Voilà un peu la situation, M. Dieu. Monsieur Assa, quelles sont les questions qui sont le plus posées dans votre cabinet? Les gens qui viennent vous consulter, c'est quoi le sujet qui revient le plus fréquent, par exemple? Monsieur Diouf, la santé mentale est très vaste et si vous me posez cette question, par exemple, chez un immigrant, chez un Québécois de souche, la réponse peut être différente. Mais la plupart du temps,
les problèmes, je vais d'abord répondre en disant, je travaille en première ligne. Ça veut dire quoi? La santé mentale est catégorisée en 3 lignes, par exemple. La première ligne, c'est lorsque l'individu est conscient de son problème et va chercher de l'aide et est capable d'appliquer des outils qu'on lui donne pour s'en sortir. La deuxième ligne implique les médecins, le psychiatre, la médication et un ensemble d'autres professionnels comme des ergothérapeutes en santé mentale, des psychoéducateurs pour accompagner la personne. Et la troisième ligne, c'est carrément en psychiatrie où la personne est enfermée entre 4 murs et n'a pas le droit d'être en fait en quelque sorte hospitalisée et contrôlée dans ses mouvements. Donc, si je reviens dans votre question, qu'est-ce que les gens posent comme question? La plupart du temps, comme je travaille en première ligne, les problèmes que je vais rencontrer sont des troubles anxio-dépressifs. Je parle donc ici de l'anxiété et de la dépression dû par la plupart du temps généré par un trouble d'adaptation. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui vit des problèmes au travail, dans son couple, des problèmes d'intégration dans la société, va générer un ensemble de problèmes de santé mentale dont les plus courants sont l'anxiété et la dépression. Et ce problème-là, généralement, les gens vont venir chercher de l'aide, nous poser des questions, ou comment est-ce qu'ils peuvent le soigner sans la médication, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Et je vous dis, la plupart du temps, les gens qui viennent nous voir veulent d'abord parler de leurs problèmes, avoir l'avis d'un professionnel et avoir quelqu'un de neutre qui ne les juge pas, qui ne les étiquette pas, et qui ne les condamne pas, à qui ils peuvent s'ouvrir et commencer déjà à briser la glace pour parler de leurs problèmes avec un professionnel de la santé. Bon, qu'est-ce que les clients nous disent? Ça reste beaucoup de choses qui vont avoir trait à leur quotidien, à leur trouble d'adaptation, à des problèmes qu'ils vivent au travail, dans leur couple, dans leur environnement, dans l'incompréhension liée à telles difficultés qu'ils ont eu avec l'école de leurs enfants, avec leurs enseignants, avec les enfants qui sont confrontés à des difficultés d'apprentissage, d'adaptation à l'école. Tout cela va créer beaucoup d'anxiété qui peuvent finir par affecter la santé mentale des parents. Et voilà pourquoi, comme je travaille en première ligne, voilà les questions auxquelles je suis confronté tous les jours. Et je tente d'accompagner les gens à trouver des solutions très concrètes, soit par la psychothérapie, et alors, s'ils sont plus complexes, soit en leur faisant médicamenter via le médecin de famille. Et monsieur Assa, on sait que vraiment vous êtes très très actif, proactif, et puis vraiment on sait le travail que vous faites pour essayer de venir en aide surtout aux Québécois, surtout les immigrants. Vous avez d'ailleurs créé un organisme, on en a parlé ici au Montréal Africain Radio, mais j'aimerais que vous nous rappeliez un peu de cet organisme qui s'appelle SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec. C'est sûr que on va revenir chaque fois pour le rappeler, pour ramener les gens aussi au site web pour pouvoir aller consulter et voir peut-être des questions qui peuvent les intéresser et qui peuvent s'adresser à vous. Pouvez-nous nous résumer encore en quoi ça consiste SOS Harcèlement et Discrimination? Merci de revenir sur cette question. C'est vrai que nous en avons parlé il y a de cela quelques semaines, M. Diouf. C'est un organisme qui a été créé en septembre 2019 dans le but de lutter contre le harcèlement et la discrimination en milieu de travail en essayant, en apportant un ensemble de services. Nous avons 3 volets de services. Un service santé mentale où nous allons d'abord écouter, comprendre, apporter des soins de psychothérapie à des gens qui vivent du harcèlement ou de la discrimination en milieu de travail. Un volet juridique où nous allons accompagner ces gens sur ce qu'ils peuvent faire devant différentes instances juridictionnelles du Québec, et un volet de sensibilisation où nous comptons sensibiliser les gens sur le fait qu'il existe des lois qui luttent, qui interdisent le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel. Donc c'est très bien que vous le rappelez parce que vous savez, M. Diouf, quand vous abordez la plupart des immigrants qui viennent s'installer au Canada, au Québec, les gens viennent avant tout pour des raisons professionnelles et les gens viennent avant tout améliorer leurs conditions de vie par un travail puisqu'ils sont sélectionnés sur la base de leur diplôme et de leur expérience professionnelle. Malheureusement, et c'est très fréquent, beaucoup de gens vivent du harcèlement, de la discrimination dans le milieu du travail et comme on l'a dit tantôt, en lien avec les tabous liés à la santé mentale, les gens n'en parlent pas et je pense qu'il est temps de briser le silence et de commencer à dénoncer
ce harcèlement et cette discrimination qui chaque jour prend des proportions inquiétantes dans notre société. Mais formidable. Donc, voilà globalement les objectifs que je cherche à apporter face à cette problématique en créant SOS harcèlement et discrimination professionnelle. Okay. Formidable. Monsieur Sylvestre Assa, je rappelle que vous êtes spécialiste du comportement humain, vous êtes psychologue bien sûr, spécialiste du comportement humain. Je vous remercie énormément quand même d'être venu ici, de nous éclairer. C'était très très clair. Et puis nous allons continuer les semaines à venir pour parler du comportement humain, de toutes sortes de sujets vastes. C'est très vaste, vous l'avez mentionné. Le problème du comportement humain, c'est extrêmement vaste. Et puis nous allons quand même évoquer, comme du point de vue stratégique, sur tous les sujets qui concernent plutôt la communauté des immigrants ici au Canada. Merci beaucoup encore une fois, M. Assa, merci. Merci, M. Diouf, et très heureux de vous avoir parlé et plus heureux encore de vous parler très prochainement. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, merci, au revoir. Au revoir.